Bonjour David, bienvenue dans la bulle de scénario.com. Alors après 15 ans, tu sors la suite de Rebetiko qui s'intitule Rebetissa. Pourquoi est-ce que tu reviens cet album? Est-ce que c'est pour nous faire retrouver les personnages? Qu'est-ce qui t'a donné envie de refaire cette... Ce qui m'a donné envie, c'est un peu le temps, je crois. C'est le temps de se donner le temps de réfléchir à l'histoire que j'avais posée dans Rebetiko. Parce que sur l'instant, je m'étais dit, ça y est, j'ai pas bouclé la boucle, mais j'ai quand même tracé une journée Mhm. dans laquelle d'ailleurs on trace vraiment on suit à la trace les personnages, les 5 membres du groupe là, qui se déchirent, mais et puis cette chanteuse qui arrive aux 2 tiers de l'album. Et je sais pas, je me suis dit, voilà, je peux pas dépasser ma contrainte de 24 heures, puisque c'était quand même le but Mhm. un peu d'essayer de coller à cette notion Mhm. de tragédie grecque, quoi, enfin d'avoir la règle des 3 unités de temps, d'espace et Mhm. voilà, de lieu. Bon bref, enfin voilà. Donc j'en étais là, tranquille. Et puis j'ai fait pas mal de concerts de Rebetiko parce qu'effectivement la bande dessinée, la tournée, elle a été publiée à l'étranger. Donc j'ai fait pas mal de trucs avec des musiciens de la diaspora un peu partout au gré des années, jusqu'à même 2000, enfin avant Covid, je crois, les derniers trucs, hein. J'étais à Athènes. Et à Athènes, dans un jardin au Champ de Mars d'Athènes, en plein air, enfin avec un écran gigantesque, tu vois, des musiciens que je connaissais parfois et à d'autres occasions des nouveaux, des inconnus. Et puis là-bas, il y a mon traducteur grec qui se trouve être auteur de BD et Mhm. bouzoukiste. Et je sais pas, on a échangé plein d'idées, lui il m'a apporté plein d'éléments, plein de petites précisions. Entre-temps, comme souvent on dit, on fait une BD, c'est après qu'on a la meilleure doc, hein, souvent. Donc ça m'est arrivé aussi après le premier. Il y a des livres qui sont sortis, j'ai pu Ok. avoir. Et aussi, il y a j'ai pu avoir vraiment accès à une doc beaucoup plus précise. Et j'ai eu envie de préciser des petites choses donc sur ces 2 veines du Rebetiko, ouais, finalement, et qui justifie aussi un peu la venue de la chanteuse à la fin. C'était un clin d'œil à cette autre veine, et je me suis dit, mais pourquoi en fait je l'ai fait venir? Et il suffit pas d'avoir juste cette réponse de dire, j'ai envie de tirer le fil et de Mhm. développer son histoire, cette veine, enfin de la description de cette veine du Rebetiko. Il faut aussi, pour que l'envie enfin que le précipité prenne, il faut qu'il y ait un truc personnel. Et j'ai trouvé, voilà, mais c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est un copain qui m'a dit, mais tu sais, tu vois pas, parce que la première histoire fait un peu écho à une vie, voilà, antérieure, j'allais dire. Ok. Et là, elle m'a dit, mais cette chanteuse qui vient là, mais tu vois pas que c'est cette fille qui venait, cette femme qui venait, on était des gars et des filles, hein, Mhm. vraiment, hein, tout jeunes, hein, 20 ans. Et pouf, révélation. Et donc là, voilà, naissance, naissance de l'histoire. Au tout départ, c'était une passion cette musique? Ou c'est venu après? Ouais, la passion pour la chose politique et sociale de la musique, Ok. elle est venue tout de suite, tout de suite. Ça a été une prise, 6 mois, prise rapide. Mais la musique, quand je l'ai écoutée la première fois, et si vous faites l'expérience, vous verrez, Mhm. c'est peut-être un peu âpre. Il y en a certaines, on ne sait pas trop où chercher. Il y en a qui sont plus agréables aux oreilles que d'autres. Mais puis il y en a eu, ouais, il y a 4-5 chansons qui m'ont fait rentrer dans l'univers. Et après, oui, c'est devenu une véritable passion. J'ai écouté en boucle, à nouveau d'ailleurs pour cet album. Et dans mes playlists, il y a du Rebetiko mêlé à du Marvin Gaye. C'est Ok. vraiment, c'est présent en permanence, quoi. Et, Et à euh, de la musique éthiopienne aussi, j'aime beaucoup. et comment vous avez découvert ce genre musical? Ouais, c'est ça. Ce que je trouve assez touchant en fait, c'est le côté à la fois fragile et indestructible. Donc la musique, elle a à peu près 100 ans. Il se trouve que il a fallu qu'elle fasse un parcours un peu incroyable pour qu'elle arrive jusqu'à ma connaissance, et qu'on se retrouve ici, maintenant, dans cette Mhm. bulle de scénario pour en parler. Donc c'est ça, cette culture qui est souterraine quand même, mais qui n'en finit pas de repousser comme une mauvaise herbe. Donc c'était pour ça que entre autres, j'avais appelé l'album comme ça. Et
Bah, c'est par une Australienne qui est donc venue de son île, enfin son île continent, jusqu'en Grèce dans les années 70. Elle se prend de passion pour cette musique-là. Je pense qu'elle tombe vraiment amoureuse, quoi, et de la musique et des musiciens. Je sais pas trop, mais en tout cas, elle apprend le bouzouki. Et en 2001, elle fait un livre qui est traduit en 2001 en français, sur lequel je tombe par hasard. Et dans ce livre, il y a un petit CD, il y a un résumé de toute l'histoire de cette musique sur le siècle. Et puis, alors là, c'est les questions qui se succèdent les unes après les autres dans ma tête, enfin, plein d'envies. Et je vois que c'est un univers dans lequel je me sens, je sais pas, à la fois bien parce que j'ai une sensibilité pour la Grèce, c'est pour ça que j'y vais. Je revois ce petit livre sur une table basse et je me dis, et ça, c'est aussi la force des livres, c'est qu'ils peuvent rester, et on peut tomber sur eux. C'est une des puissances du livre à laquelle on devrait faire attention et la préserver comme c'est de durer dans le temps aussi. Et donc là, je tourne dans voilà, sur cette petite table basse, quoi, de libraire, et paf, il est mis en avant. J'avais aucune idée, je l'ai jamais dans cette librairie, mais je tombe dessus et c'est paf, effectivement, un moment saisissant, quoi. Tout de suite, je me dis, mais oh, je sais pas, je veux vivre là-dedans un peu, suffisamment de temps pour en faire un livre, quoi. Comment est-ce qu'on dessine la musique en BD? Alors, on en a parlé hier avec Zeina Abirached, là, ici, et Sonia Deschamps, dans la journée d'études sur la musique et la BD. Et je dis ça parce qu'on a deux voix complètement différentes, de manières complètement différentes d'envisager la chose. Et les deux se valent comme dans l'art, souvent la contradiction enfin, c'est pas que tout se vaut, loin de là, mais tout est valable comme proposition. Donc, et à étudier et à penser. Moi, la solution que j'ai adoptée là, c'était de me dire, on va jouer le manque. Puisque par essence, elle n'y sera pas. Et j'ai opté pour l'idée de ne pas représenter, de juste montrer comme que personne sourde pourrait aller assister à un concert. Donc c'est sur les attitudes, sur les expressions que tout mon travail s'est appuyé. Et à partir de là, et des interactions qui naissent entre les personnages, l'envie, je pense, d'écouter cette musique, de la découvrir, est titillée par le manque, en fait. Donc c'est vraiment l'option. Et à l'inverse de Zaina, qui, elle, a fait foison de motifs, qui est une autre veine, qui est encore une autre veine que celle que Steinberg ou Blutch ont pu employer pour montrer, faire des métaphores graphiques sur la musique, sur le son. Moi, j'ai voulu qu'on soit baigné dans un film dont on ne sache plus si on est en train d'écouter une musique ou si on est en train de vivre autre chose, et qu'on glisse d'un truc à l'autre comme ça pour laisser la première place à l'histoire, en fait, à l'intrigue, quand même. Mais on sent qu'il y a des moments Et comment est-ce qu'on sait qu'à un moment, la planche, elle va fonctionner, puis qu'on va réussir à faire ressentir ce qu'on aura envie de faire ressentir au lecteur? Je crois qu'on n'est jamais, enfin je sais même pas si on n'est jamais sûr que ce soit le cas. Mais en tout cas, il y a un moment où il faut décider que c'est passé, quoi, que ça y est, on s'est bagarré, on est allé au bout de son idée, enfin de soi-même et de son idée. Et j'ai tellement de croquis, d'autres pistes, justement, parce que comme tu vois bien que c'est un truc conscient, analytique un peu, qui fait prendre cette voie-là. Mais j'ai fait des tests, donc c'est empirique, en fait. Au bout d'un moment, c'est pas de la théorie pure et dure, ça se pratique en faisant des croquis, des découpages, des stories, en voyant ce qui marche pas. Et à chaque fois, je faisais le bilan, et il y a plein de trucs, plein de tentatives, justement, rythmiques, j'allais dire, même dans la distribution des cases, dans la pagination, dans la composition générale, voilà, énormément de trucs, des jeux graphiques, j'en ai fait plein. Et à chaque fois, je me disais, mince, on va sortir de l'histoire. Le risque, c'est qu'on sorte vraiment de l'histoire. Donc, en fait, j'ai fait le maximum pour faire le minimum.
Donc c'est peut-être là que je me suis dit, quand j'ai senti qu'il y avait voilà, juste ce qu'il fallait montrer pour qu'on ait presque le mode d'emploi du jeu, bah je m'arrête là. Et, Ok. mais ça veut dire parfois refaire 20 fois la case, hein. Mais bon, peu importe. Mhm. Un peu la même chose que j'avais fait dans le Louvre aussi. J'avais montré le minimum de ce que, de ce que je pouvais faire Mhm. alors que j'ai laissé de côté un maître d'études. Mais en tant que une fois qu'on lit le livre, on comprend le mode d'emploi du jeu. Après, c'est à nous de le jouer, mais j'ai pas fait jouer la partie, si tu veux. Mhm. Mm. Vous écrivez vos propres scénarios et puis vous avez aussi travaillé avec Davodo et Ouais. Rabaté. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces échanges de travailler avec d'autres scénaristes qui sont d'ailleurs aussi des dessinateurs? Oui. Et on peut ajouter à cette liste Jean-François Otto, Mhm. qui est dessinateur mais pas connu, parce qu'il n'a pas sorti de livre, excepté d'ailleurs avec les éditions qui étaient dans l'Oise, là, les éditions Charrette, et avec qui j'ai fait mes études. D'accord. Et d'ailleurs, à lui, je lui demandais, et ça va expliciter pas mal de trucs, je lui demandais, parce que j'adorais le ton qu'il avait en tant que Mhm. dessinateur. Peut-être pas la finition, mais il avait une façon de faire déprimer ses personnages qui était géniale, quoi. Donc je lui ai demandé, une fois que le scénar avait été écrit, donc de Porte Nawak et de Mhm. Mort et Vif, de, de me faire une sorte de, pas de bible, mais de petit story où avec juste la façon de l'expression des persos. Et après, moi, je l'habillais avec ma chair, mes os, enfin voilà, mon dessin. Et ça m'avait donné, tu vois, cette espèce de... Et moi, c'est ça que je cherche, en fait, dans les collaborations, c'est le ton. Alors, c'est des amis, il se trouve, c'est 3 Mhm. amis. Mhm. Et ça aussi, c'est un truc important, j'ai vraiment besoin, envie en tout cas, que faire un livre nous permette de développer presque la relation amicale, encore, la pousser un peu plus loin, et puis ça lui donne une raison, ouais, un truc commun à Mhm. vivre, quoi. C'est comme un petit voyage, hein, du coup, donc c'est arrivé plusieurs fois et j'adore ça. Là, vraiment, j'adore ça. J'adore aussi répondre de manière surprenante au scénario, essayer de surprendre des copains. Mm. Toute première série publiée, c'était Ninon Secrète, Mm. écrite avec Patrick Cotias, Ouais, c'était, par Patrick Cotias. voilà, Euh, très différent. C'était très 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 différent. Oui. Euh, Est-ce qu'à un moment ça se travaille le changement de trait? Bah, Lequel des deux traits est le plus naturel en fait? bah, je crois enfin, dans Ninon Secrète, il y a 6 tomes, mais Oui, chaque livre est différent, hein. exactement. Et Et une chaque, évolution. et donc, je me suis jamais interdit ça, ce mouvement, Mhm. parce que je crois que c'est la vie. Tant qu'on vit, on est en mouvement. Et voilà. Et donc, j'ai eu la chance d'être soutenu justement par Patrick par rapport je vais dire, au dogme de cette Mhm. collection chez Vécu, où au contraire, on essayait de rester voilà, dans son Mhm. sillon, dans son style et tout ça. Et moi, c'était en ébullition. Enfin, voilà, j'étais vraiment en évolution aussi. Et toujours. Donc, ça m'a jamais quitté, ça m'a jamais quitté vraiment. J'ai signé le premier tome de Ninon Secrète, enfin signé le contrat Mhm. pour le commencer, le premier mois où je suis rentré à l'école d'Angoulême. Et donc j'avais à la fois cette production 46 pages hyper métrée qui était super parce que Mhm. je découvrais ce que c'était la réalité, on va dire, du milieu, du temps nécessaire pour travailler, de la production, des délais, enfin et puis de la quantité de travail Mhm. aussi que c'est, et la partie école avec de la recherche fondamentale, des idées, un groupe des copains qui jouent de la musique tous les jours et Ouais. qui font qu'à la fin il y a Rebetiko en fait aussi. Donc, mais alors voilà, comment ça se travaille? En fait, ça se travaille quand même pour moi, pour ma part. S'il y a un changement comme ça, c'est pas que je suis comme un petit bouchon qui vole dans le Mhm. courant. S'il y a un même changement dans Ninon, c'est parce que j'essaie de me dire comment on peut interpréter un scénario à chaque fois. Et comment je peux servir au mieux le scénario. Et il y a une part de moi qui même s'y attendent de refaire le même dessin, n'y croit pas parce que le scénario est différent, parce que donc je fais mes pages et je me dis mais c'est pas possible non, je peux pas sortir là
Ouais, c'est comme une soupe qui aurait plus de goût, enfin, je sais pas, un truc. Donc, il faut que ça ait du goût. Et donc, je travaille ça. Et dans Ninon, la chance, c'est un peu différent. Dans Ninon, c'était presque le même scénar, d'une page, enfin, avec un minimum d'évolution. Donc, c'est moi qui me disais, comment je peux. Il y a un exemple assez parlant pour ça. C'était à la fin du deuxième, j'ai un Dominique Hérodi, qui était prof aux Beaux-Arts, regarde une case et il y a un personnage qui a un gros plan sur un visage avec une expressivité très forte, genre bouche ouverte, et une bulle qui fait ça, qu'on met 4 minutes à lire, ou 5 minutes, enfin j'exagère, mais voilà. Et il me dit, il doit avoir mal aux zygomatiques ton perso. Et ça me fait tilt. Je sais que Juillard, que j'adore et que j'adorais, il avait cette capacité de faire des arrêts sur image, comme ça on avait quelqu'un qui plantait dans une épée, dans un geste qui était très arrêté, avec une bulle, donc ça c'est une convention. Et moi, je pense que ma convention, je me dis, elle marche pas aussi bien que celle-là. Donc, parce que je travaille l'expressivité d'un moment arrêté, mais qui est vraiment tellement un moment paroxystique que c'est pas possible en fait. C'est trop. Donc ça a aussi décidé de pas mal de choses après. C'est-à-dire que j'arrête mes images, parce que j'aime bien travailler ça comme l'idée de choper un moment particulier, mais pas forcément un moment paroxystique, parce que justement, j'aime bien saisir, que le lecteur ou la lectrice soit surprise par le moment que je vais montrer. Et ça donne des éléments de vérité, je pense. Et donc, au tome suivant, dans Ninon, j'éloigne la focale énormément. Ok. Et je change mon dessin en me disant, je vais mettre des personnages, on va être beaucoup plus loin, beaucoup plus distant, des trucs plus posés. Et puis voilà, puis les réflexions continuent et ça évolue. Et c'est un moment, il y a je crois que c'est Flaubert dans Madame Bovary, il décrit une pièce où elle est et à un moment, des éléments comme ça et puis sur le piano, des partitions en désordre. Et puis grâce à ce détail, on reconstitue la pièce. Et c'est ça qui nous fait voir la pièce, et c'est ça qui nous fait croire à la pièce, c'est ça qui nous fait l'élément de vérité. Moi je suis à la recherche de ça. Il faut qu'il y ait un petit oiseau qui passe par la fenêtre, ou l'attitude de quelqu'un assis, qui n'a rien à voir avec le scénario a priori, mais si elle me semble juste à ce moment-là, je l'introduis dans le découpage, dans l'histoire, et c'est ce personnage-là qui va peut-être faire croire au personnage principal. Ouais. Ok. Quels sont les projets ? Les projets, ce serait super de partir en caravane et tout, mais non. Ça va être l'Italie quand même, c'est pas dégueulasse non plus. Ouais, dans les Pouilles. Donc là, j'adapte une nouvelle de Laurent Godet qui se passe dans le village qui là est nommé, qui s'appelle Peschici, où se déroulait le soleil d'Escorta. Mais il n'était pas nommé dans ce roman-là. Et donc c'est un truc autour d'une figure un personnage un peu atypique d'un village. Et ça c'est un truc, ça fait écho à des choses que j'ai déjà faites aussi. Sur l'Oisivray par exemple, j'aimais bien les figures un peu comme ça, un peu fantasques. Où là on était dans le Berry, mais il ferait un peu plus beau, un peu plus chaud. Et il y a aussi une question de rapport à la nature et au tourisme très fort. Donc c'est ça, une figure, comment dans une ville un personnage est vu alors c'est l'original on va dire du village, mais qui a une conscience d'autre chose, voilà, qui se laisse pas aller dans le flux. Donc c'est très poignant comme histoire. Et on m'a lu la nouvelle à l'oral, c'est à l'oral que je me suis décidé. Okay. J'ai dit c'est pour moi en fait ce truc là. Donc là ce sera, j'espère, fin d'année. Ok. Enfin, la publication, non, mais oui, d'accord. Finir l'histoire. Enfin. Okay. Et après, j'ai une dizaine de projets, je sais pas trop lequel gagnera la course d'étape. Très bien. Eh ben merci. Merci beaucoup. Ouais. Et bon voyage.